Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des transplantations et du rejet de greffe. Donc, on va voir tous les composants du système immunitaire qui sont impliqués là-dedans et pourquoi c'est si compliqué de procéder à des transplantations, de faire des dons d'organes. Donc, on va aller voir quelles sont les protéines qui diffèrent du donneur et du receveur et qui expliquent ce rejet-là. Donc, pour débuter, on va distinguer 4 types de greffes qui existent. La première, OK, ce sera l'autogreffe. Donc, l'autogreffe, c'est quand même simple. C'est une greffe de moi à moi. Je vais vous donner 2 exemples que j'ai moi-même subis. Donc, par exemple, il y a plusieurs années, j'ai eu des appareils dentaires, donc j'ai eu des broches, et certaines de mes dents n'avaient pas assez de gencives à leur base, donc on a fait une greffe de gencives. Donc, on est allé prélever un peu de tissu au niveau de mon palais, et on a ensuite greffé, dans le fond, ces tissus-là à la base de mes dents. Donc ça, c'est une autogreffe, c'est de moi à moi. Je ne peux pas me rejeter moi-même. Autre exemple, c'est au niveau de mon genou. Donc de mon genou droit, j'ai eu une déchirure du ligament croisé antérieur, le fameux ACL, en jouant au football. Donc, ce qu'on a fait à l'hôpital, c'est qu'on a pris un bout de tendon dans mon ischio-jambier et on l'a utilisé pour remplacer le ligament croisé antérieur. Donc, vous allez me dire, tendon, ligament, c'est pas la même chose, mais techniquement, au niveau structural, ce sont des tissus qui sont très similaires. La différence, c'est qu'un tendon, généralement, va attacher un muscle à un os, puis les ligaments relient des os entre eux. Donc, dans ce cas-ci, on a pris un petit bout d'ischio-jambier, ça a réparé mon ACL, mon ligament croisé antérieur, mon genou va très bien maintenant. Donc, encore une fois, greffe de moi à moi, je ne peux pas me rejeter. Si je m'étais rejeté moi-même, j'aurais été vraiment triste. La deuxième, c'est l'isogreffe. Bien là, l'isogreffe, il faut avoir la chance d'avoir un jumeau ou une jumelle identique. Là, quand je dis jumeau ou jumelle identique, on s'entend, ce sont des jumeaux qui sont issus du même embryon qui s'est scindé en deux. Donc, c'est la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde. Si vous êtes des jumeaux qui ne sont pas identiques, si vous êtes un jumeau et une jumelle, vous êtes simplement des frères qui sont nés en même temps. Donc, vous êtes deux ovules fécondés par deux spermatozoïdes différents. Donc, ça, ce n'est pas des vrais jumeaux. Mais les vrais jumeaux, okay, dans le fond, ce sont des clones un de l'autre, des copies génétiquement identiques. Donc, pour eux, les greffes, ça ne serait pas un problème. Donc, si un des deux frères, par exemple, avait un problème ou avait eu, je sais pas, une lésion importante, là, soit au poumon ou un cancer du poumon suite à, je sais pas, du tabagisme, puis l'autre ne fume pas, pas de problème. Donc, est-ce qu'on pourrait faire la greffe? Oui. Dans ce cas-là, ça ne serait pas un problème. On pourrait, façon de parler, le faire en se fermant les yeux parce que le rejet est impossible. La troisième, c'est l'allogreffe. L'allogreffe, c'est celle que l'on voit peut-être le plus souvent. C'est lorsqu'on a un donneur et un receveur qui ne sont peut-être pas liés au niveau familial. Souvent, par exemple, ça va être un donneur, par exemple, qui a eu un accident de voiture ou un accident quelconque, a signé sa carte de don d'organes, puis on procède à la récupération de ces organes-là, dans le fond de ce qui peut être récupéré, et on vérifie par la suite par compatibilité et avec une banque de données que l'on a, s'il y a des receveurs compatibles possibles. Donc, l'allogreffe, c'est si moi, par exemple, je voulais donner un rein à un de mes amis parce qu'il y a des problèmes, puis on est compatible. On n'a aucun lien de parenté, mais peut-être que par hasard, on est compatible quand même. Okay? Donc, l'allogreffe, c'est ce type de greffe-là que l'on voit et que l'on voit souvent. Xénogreffe, ça c'est particulier, c'est une greffe qui proviendrait d'un tissu animal. Donc là, on n'est même plus au sein de la même espèce, on n'est plus dans l'Homo sapiens sapiens, mais là, on va aller ailleurs. Puis ce ailleurs-là, okay, ça peut être le singe ou ça peut être quand même le porc. Donc oui, le porc, au niveau anatomique, okay, les organes internes et tout, c'est le même système que nous. Puis même au niveau génétique, okay, c'est sûr que dans le côté phénotypique, là, de l'aspect visible entre un porc et un humain, c'est clairement différent. Mais au niveau génétique, on n'est pas si loin que ça. Et au niveau anatomique, ça se ressemble beaucoup. Donc, un cœur de porc va être pratiquement identique à un cœur humain. Là, je ne dis pas qu'on va greffer des organes entiers du porc à l'humain. Du moins, on n'en est pas encore là. Mais il y a certains tissus, par exemple les valves cardiaques, que l'on pourrait aller prendre chez le porc et les greffer chez l'humain. Donc ça, c'est possible. Quand on parle de greffe animale, ben, il faut
comme je l'ai dit, que la structure anatomique soit compatible, donc que ce soit un petit peu le même arrangement, mais aussi, il faut que la taille soit adéquate. Si, par exemple, moi, en tant qu'humain adulte, j'ai besoin, par exemple, d'un cœur, puis si on me disait, ah oui, les souris sont à 100% compatibles avec l'humain, ouais, mais un cœur de souris, c'est franchement trop petit pour faire fonctionner mon corps à moi d'humain adulte correctement, donc c'est impossible. Donc il faut que la taille soit adéquate, puis qu'il y ait une certaine reconnaissance, pas reconnaissance, mais similarité au niveau génétique. Aussi, si je continue avec les xénogreffes, là, on peut avoir des problèmes comme ceux-là. L'antigène alpha-gal, que l'on retrouve chez le porc, qui pourrait entraîner un rejet chez l'homme. Donc, ce que l'on fait, ou ce que l'on est en train de faire, ce sont des porcs transgéniques, donc qui n'exprimeraient pas l'alpha-gal, et exprimeraient des protéines DAF humains. Donc, à ce moment-là, ça va limiter les attaques du complément humain sur les cellules de porc et ça rendrait la greffe beaucoup plus durable chez nous. Puis les autres problèmes liés aux xénogreffes, bon, j'en ai parlé, la taille du donneur, différences physiologiques, transmission de maladies. Si, par exemple, on recevait des organes ou des tissus provenant du singe, est-ce que le singe est lui-même porteur peut-être de virus? Puis peut-être des virus qui sont latents dans son corps, mais qui pourraient s'exprimer et causer des problèmes chez l'être humain. Donc, il faut faire attention aussi. L'éthique, donc, est-ce que les Juifs ou même les musulmans, qui ne consomment pas, ne mangent pas de produits qui contiennent du porc, donc, est-ce qu'eux accepteraient, voudraient recevoir des greffes de cet animal-là? Donc, ce sont des considérations importantes. La loi de la transplantation, c'est très très simple comme explication. C'est beaucoup plus compliqué que cela dans la réalité, mais pour comprendre le principe, donc si on a par exemple une souris que l'on identifie comme étant A, le receveur ou la souris receveuse, c'est-tu receveuse ou receveur? Faudrait que je vérifie. Donc, la souris est génétiquement identique, la greffe est acceptée. Donc, ce serait pratiquement soit ce serait une isogreffe dans ce cas-ci, des clones pratiquement identiques. Si on a une souris de tissu B, on greffe à A, la greffe est rejetée. De B à AB, on accepte, parce que le B est déjà présent sur la souris ici, donc là on a juste du B, c'est bon pareil. Mais si on fait le contraire, de AB à une souris seulement B, la souris qui est ici va rejeter les protéines A, donc la greffe sera rejetée. Donc ça, c'est de façon très simplifiée les lois de la transplantation. Mais il peut y avoir des réactions particulières qu'on appelle le graft versus host disease, donc le rejet du greffon par l'hôte. Donc ce qui arrive, c'est que ce n'est pas l'hôte qui rejette le greffon, mais ce sont des cellules immunitaires présentes dans le greffon qui vont s'attaquer au tissu de l'hôte. Donc imaginez, c'est votre organe greffé, vous recevez un rein d'une personne qui a eu un accident, puis cette personne-là, je ne sais pas moi, se venge sur votre corps en attaquant vos cellules, donc en attaquant par exemple les tissus sanguins qu'on a essayé de relier à l'organe. Donc finalement, l'organe va finir par mourir, il va y avoir hémorragie, puis il va y avoir nécrose des tissus. Donc ça, c'est le graft versus host disease, donc c'est le greffon qui rejette l'hôte et non pas l'inverse comme on le voit plus souvent. Puis on va voir donc ce genre de réaction-là parfois chez des receveurs immuno-incompétents, donc chez des personnes qui donc n'ont pas de système immunitaire. Donc, eux ne peuvent pas nécessairement attaquer le greffon, mais le greffon, lui, pourrait le faire. Les fameuses protéines qui expliquent les rejets de greffe, pourquoi c'est si compliqué? C'est pas aussi simple que les... Puis là, encore une fois, simple, c'est pas si simple que ça, mais les groupes sanguins. Les groupes sanguins, c'est quand même assez, on va dire, limité. C'est peut-être plus facile de trouver des donneurs-receveurs compatibles. Moi, je suis B+, je peux recevoir de O-, de B-, de B+. On comprend ça. Mais là, pour les rejets de greffe, chez l'humain, ce sont les protéines HLA. Là, les protéines HLA, c'est l'équivalent des protéines du CMH. CMH, c'est complexe majeur d'histocompatibilité. Donc, déjà dans le nom, on explique que ce sont ces protéines-là qui sont à la base responsables des rejets de greffe. Ces protéines-là, en fait, sont tellement différentes d'un être humain à l'autre qu'elles ont dans le fond, elles ont une grande variabilité. Et c'est ça qui explique que, par exemple, je pourrais ne même pas être compatible avec mon père, avec ma mère, avec mon frère, etc. J'ai peut-être autant de chances d'être compatible avec un parfait inconnu qu'avec mon propre frère. Parce que quand vous avez été conçu,
Okay? Donc, vous avez reçu un haplotype du père, un haplotype de la mère, et il y a eu combinaison génétique. Donc, vous n'êtes pas simplement le portrait de votre père ou le portrait de votre mère, vous êtes un mélange des deux. Et au niveau des CMH, c'est plusieurs protéines en plus qui sont exprimées. Donc, pour les CMH1, il y a plein de protéines. Pour les CMH2, il y a plein de protéines. Donc, il y a beaucoup de recombinaisons différentes possibles. Je vous invite à aller voir la petite vidéo qui est là. Ça l'explique bien. Je crois que c'est en anglais, je m'en excuse. Mais ça peut vous aider à mieux comprendre, puis c'est visuellement bien expliqué. Donc, si on regarde là, juste pour le fun ici, donc les HLA que l'on voit là, sur, ça c'est au niveau de la mère, au niveau du père. Donc, simplement par la production des gamètes, donc des ovules, des spermatozoïdes, on va déjà avoir donc des cellules qui vont contenir ces chromosomes-là. Et là, juste avec ça ici, on peut déjà avoir plusieurs combinaisons différentes. Et ces combinaisons-là vont donner plein de protéines théoriquement possibles. Donc, pour les CMH de classe 1, pour les CMH de classe 2, il y a de la diversité pour ces deux types de CMH-là. Donc, c'est très difficile de trouver un donneur et un receveur qui sont parfaitement compatibles. Donc, ici, pour les, encore les rejets de greffe ou l'incompatibilité CMH, donc je vous rappelle, je l'ai dit il y a quelques instants, mais l'acronyme CMH, c'est pour complexe majeur d'histocompatibilité. Donc là, on va ici voir l'importance justement de ces CMH-là et de la vitesse à laquelle un rejet peut avoir lieu. Donc ici, si j'ai deux souris identiques, je fais une greffe de tissu, ma greffe est très très bien tolérée. Dans le fond, si vous regardez le graphique du bas, dans l'axe des X, on est dans le temps. Donc ça c'est dans le temps. Et ici, c'est dans l'axe des Y, donc en ordonnée, c'est le pourcentage de survie des greffons. Donc 100% de survie du greffon, la souris est identique. Deuxième souris, là j'ai un CMH A, puis j'ai un CMH B. Donc les souris ne sont pas identiques. Donc on fait la greffe. Après environ 2 semaines, la greffe sera rejetée. Donc dans le fond, c'est le temps que ça prend pour que le système immunitaire s'active, reconnaisse les tissus et puis les attaque. Donc, c'est une réponse immunitaire, somme toute, normale. C'est plate quand tu veux recevoir un organe, tu as besoin de ton rein, tu as besoin de ton poumon, mais ça peut se faire aussi rapidement que ça. Mais là, regardez bien. Ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une deuxième greffe à la même souris. Donc, encore une fois, il y a une incompatibilité au niveau des CMH, mais là, c'est cette souris-là ici, c'est la deuxième fois qu'elle va être en contact avec le même antigène. Et là, regardez ce qui se passe. On diminue de presque moitié la durée de la survie du greffon. Pourquoi? À cause des cellules mémoire. Donc, lors d'un premier contact, il y a eu réponse immunitaire, ça a pris environ 2 semaines. Mais ce qui est arrivé par la suite, lors d'un deuxième contact, on a des cellules mémoire, la réponse est plus rapide et plus forte. Donc, le greffon est rejeté beaucoup plus rapidement que lors du premier contact. On peut aussi démontrer que des cellules T peuvent être transférées, donc des cellules T sensibilisées. Donc, par exemple, ici, la souris qui est là a été sensibilisée déjà aux antigènes CMH de la souris A. Donc, elle a déjà reçu une injection. On prend ces cellules et on les injecte à une souris qui, elle, n'avait jamais été sensibilisée à l'antigène. Donc, théoriquement, la greffe que l'on fait de cette souris-là ici à la souris qui est là, ça devrait être le premier contact entre le tissu greffé et l'autre. Mais là, en ayant injecté des cellules qui elles-mêmes avaient déjà été pré-sensibilisées, le rejet de la greffe se fait en à peu près 1 semaine. Donc, ça ressemble beaucoup plus à ça ici que ce qu'on voyait pour un premier contact normal. Donc, il peut y avoir transfert de l'immunité par des cellules qui ont été préalablement activées chez la première souris là, qui était ici. Je complète l'explication du rejet de greffe. Donc, encore une fois, si on a des souris identiques, la survie du greffon est totale. Si on a des souris qui ne sont pas compatibles, le rejet va se faire en 1 semaine ou 2. Mais, en fait, en 2 semaines pour un premier contact, puis en 1 semaine ou moins pour un deuxième, troisième, quatrième contact. Mais il y a aussi, et on va y revenir dans quelques diapos, là, des antigènes H mineurs. Okay? Ce sont des antigènes qui, normalement, n'entraînent pas une réponse aussi forte
mais ils peuvent quand même amener une réponse. Ce sont des antigènes qui sont présentés là, souvent par des CMH1. Et à ce moment-là, le rejet de la greffe va se faire plus lentement. Okay? Si les antigènes sont présentés par le CMH2, donc à des cellules CD4, le rejet de greffe, par exemple ici, là, va se faire plus vite. Mais pour les antigènes H mineurs, ils sont souvent présentés par le CMH1. CMH1, c'est présenté aux cellules T CD8. Il faut quand même que les cellules T CD8 souvent aient une co-stimulation par les cellules T. Donc, ce n'est pas automatique, ça ne se fait pas si rapidement que ça. Mais si on regarde ce qui se produit, donc si j'ai encore une fois ma souris avec l'antigène A, puis j'ai une souris aussi avec un antigène A, mais qui exprime, ou qui peut détecter, pardon, des antigènes H mineurs. Donc, il y a une petite différence entre les deux souris ici. Donc, on fait la greffe. Elle va survivre plus longtemps, on va dire que le 2 semaines normal, mais après quelques semaines, quelques mois, la greffe va être rejetée quand même. Ça va avoir pris plus de temps, mais on va avoir rejeté quand même les tissus. Donc là, j'ai peut-être répondu, mais essayez de répondre à la question. Donc, si le rejet des greffes dépend beaucoup des CMH ou des HLA pour l'humain, que ce soit la protéine elle-même ou les antigènes qu'il présente, quel est l'élément du système immunitaire qui est le plus directement impliqué et activé par le rejet du greffon? Donc, c'est quoi les composantes du système immunitaire qui sont les plus importantes pour le greffon? Essayez d'y réfléchir. Okay? Puis sans tricher, donc avant d'aller à la prochaine diapo, mettez pause, encore une fois, si vous voulez, mais encerclez une réponse, donc A, B, C, D ou E, puis par la suite, appuyez sur jouer ou play, okay, et écoutez la réponse. Donc, je vais vous dire dans quelques instants quelles sont les cellules immunitaires qui sont les plus importantes pour le rejet de la greffe. Donc ici, pour donner la réponse, on va faire une petite expérience. Dans le fond, on prend des souris et on procède à une thymectomie. Donc, on retire les thymus des souris. Les souris ont encore des cellules T en circulation dans leur corps, mais elles ne pourront plus en produire de nouvelles. Ça, c'est important. Okay? Donc, elles ne pourront plus produire de cellules T nouvelles parce qu'on a retiré leur thymus. Après quelques semaines, on va injecter des anticorps. Donc, il y a certaines souris, par exemple, qui vont recevoir des anticorps anti-CD4. Donc, ces souris-là vont avoir des cellules T CD4 qui ne seront pas actives et d'autres souris qui vont avoir des anticorps anti-CD8. OK? Donc, les souris qui recevront des anticorps anti-CD8 vont avoir des cellules T CD8 non fonctionnelles. Puis, je vais aussi avoir un groupe témoin, donc de souris, qui vont recevoir une injection simplement de saline. Donc là, j'ai 3 souris. Après quelques semaines, donc on a donné le temps aux anticorps d'aller se fixer et de limiter l'activité des cellules T, CD4 ou CD8, je procède à une greffe. Okay? Et c'est une greffe avec des souris qui sont incompatibles. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait rejet de la greffe. Et là, on regarde ce qui se passe avec le greffon. Donc, encore une fois, ici, on est dans le temps et ici, pourcentage de survie du greffon. Si je prends mes souris contrôle, donc les souris qui ont reçu une saline, on a fait la greffe et vous remarquez, la souris contrôle, que le rejet de la greffe se fait à peu près à la 2e semaine, donc environ en 14 jours, les greffons sont rejetés. Donc, il y a une réponse cellulaire normale, immunitaire normale, je devrais dire. Si on regarde maintenant les souris qui ont eu des anticorps anti-CD8, donc les cellules CD8 ne sont pas fonctionnelles. Ici aussi, on voit que la chute va être assez rapide. Donc, après 2 semaines, les greffons sont rejetés chez les souris qui n'avaient pas de cellules T CD8. Mais là, si on regarde nos souris qui ont reçu des anticorps anti-CD4, donc les cellules T CD4 ne sont pas actives, le greffon survit beaucoup plus longtemps. Donc, qu'est-ce que ça nous indique? Qu'est-ce que ça nous dit? C'est que ce sont les cellules T CD4 qui sont les plus souvent responsables du rejet de la greffe. Parce que si on les bloque, les cellules T CD4, elles ne seront pas capables de réagir et d'attaquer le greffon. Tandis que quand on bloque les cellules T CD8, le greffon est quand même rejeté. Parce que les cellules T CD4, dans ce cas-ci, sont encore actives. Donc, la greffe va être rejetée parce que les cellules T CD4 sont fonctionnelles. Mais si je bloque les CD4, le greffon survit. Donc, voilà. J'espère que vous aviez la bonne réponse à la diapo précédente. Donc, ce sont les cellules T CD4 qui sont les principales responsables. C'est sûr que les autres composantes vont peut-être avoir un rôle à jouer aussi,
mais ce sont les cellules TCD4 qui ont un rôle de premier plan à jouer dans le rejet de la greffe. Maintenant, quand on parle des antigènes mineurs d'histocompatibilité ou les antigènes H mineurs, si vous vous rappelez, il y a quelques diapos, on en a parlé aussi. Donc, quand on a parlé de cette expérience-là, on parlait des antigènes H mineurs, puis remarquez ou rappelez-vous que le délai du rejet de la greffe était plus long que pour des antigènes, on va dire, normaux. D'accord? Donc, le rejet était plus lent. On va expliquer pourquoi maintenant. Donc, au préalable, juste si vous regardez l'image avec la présentation d'antigènes, donc, il y a des indices qui devraient vous laisser déterminer c'est quoi le type de CMH qui sont là. Est-ce que ce sont des CMH1 ou des CMH2? Donc, si vous regardez la façon dont les antigènes sont préparés, donc avec les protéines TAP, les protéasomes, les protéines CMH que l'on voit ici sont des CMH1. Okay? Donc, les antigènes H mineurs, pour les définir, c'est quoi un antigène H mineur? Ce sont des protéines, en fait, ou des morceaux de protéines qui proviennent de protéines qui sont polymorphiques. Donc, des protéines qui, généralement, vont être très différentes d'une personne à l'autre. Puis, ces antigènes polymorphiques-là vont être présentés par des CMH1. Donc, je vais lire le texte. Si une protéine autre que CMH est différente entre le donneur, donc le donneur, on voit par exemple qu'il a une protéine rouge, puis le receveur, lui, exprime des protéines H mineures bleues. Donc, cette protéine-là pourrait induire une réponse immunitaire chez les LT du receveur, donc les lymphocytes T, lorsqu'elle sera présentée par le CMH1. Puis, dans ce cas, le rejet du greffon sera souvent dû aux cellules T CD8. Hey, mon 8 est épouvantable. Donc, cellules T CD8. Donc, si vous vous rappelez, il y a quelques instants à peine, on a dit que les principales cellules impliquées dans le rejet de greffe étaient les cellules T CD4. C'est toujours vrai. Les CD8 peuvent avoir un rôle à jouer. Mais ici, donc si ce rejet de greffe-là est dû au CD8, ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois avant que le rejet se fasse. Donc, ce sont des protéines, oui, polymorphes, mais présentées par les CMH1, donc détectées par les cellules T CD8. Ça va prendre plus de temps parce que souvent, il faut que la cellule T CD8 soit elle-même activée ou co-activée par la cellule T CD4. Donc, le processus peut être plus lent, mais c'est quand même possible. Donc, les principales protéines responsables du rejet de greffe, ce sont les CMH, donc le complexe majeur d'histocompatibilité, mais on a aussi des antigènes H mineurs, qui, paradoxalement, vont être des morceaux de protéines polymorphes présentés par des protéines polymorphes elles-mêmes, donc les CMH1 dans ce cas-là, mais le rejet de greffe va être plus lent. Ici, on explique, dans le fond, comment les allo-antigènes, donc les antigènes non-soi, des organes greffés sont reconnus. Puis, il y a deux façons. Ça peut être, ça va être paradoxal un petit peu, mais vous pouvez avoir, par exemple, un macrophage qui provient de l'organe greffé, qui va migrer à travers le système sanguin, ou la lymphe, peu importe, va se diriger dans le fond vers un ganglion et va présenter des antigènes qui pour lui étaient du soi, mais qui deviennent du non-soi pour vous. Et là, vos cellules T vont reconnaître des antigènes étrangers sur ce macrophage qui est lui-même étranger, et le rejet de greffe pourrait se faire. Mais ça pourrait être aussi, puis là ça semble un petit peu plus normal, par exemple, macrophages ou des cellules présentatrices d'antigènes comme les neutrophiles, qui vont aller phagocyter des protéines ou des morceaux cellulaires du greffon, vont faire leur job normal, donc vont venir présenter des antigènes étrangers à une cellule T qui, elle, va activer une réponse immunitaire contre ces protéines-là. Le résultat va être le même, l'organe sera rejeté. Il peut y avoir aussi, donc encore une fois, les cellules T peuvent être impliquées. En fait, ce sont les principales cellules responsables du rejet. On a vu que les cellules T pouvaient jouer un rôle aussi, puis de toute évidence, les anticorps peuvent le faire aussi. Donc, si par exemple, on a des anticorps qui peuvent rejeter la greffe, ces anticorps-là vont pouvoir aller se fixer sur les tissus, provoquer des lésions, provoquer, comme on le voit ici, là, le développement de caillots ou des réponses inflammatoires dans les vaisseaux sanguins qui alimentent l'organe greffé. Donc, si l'organe greffé n'a pas une alimentation
ou un apport sanguin adéquat, ben, il va étouffer et il va finir par se détériorer, se nécroser. Puis, l'image nous l'indique aussi, quand on a des anticorps qui sont déjà préformés, donc si, par exemple, je sais pas moi, c'est une deuxième greffe ou quoi que ce soit, puis les anticorps qui ont été formés lors de la première greffe sont encore actifs ou reconnaissent les mêmes cibles, donc la réponse pourrait être encore plus rapide à ce moment-là. Donc, les organes greffés de façon courante, là, je m'excuse, mes stats datent de 2006, mais on peut s'imaginer que ça s'est probablement légèrement amélioré depuis. Là. Mais bon, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a de plus en plus de succès, on va le dire comme ça, là, pour les greffes? Donc, le nombre de médecins qui a soit suivi les cours ou les formations pour le faire augmente. Le réseau des centres de transplantation est mieux organisé, donc on peut plus facilement trouver, par exemple, des personnes receveurs qui ne seraient peut-être pas dans le même coin de pays, la même région, donc on peut distribuer les organes avec efficacité. Il y a même du transport par hélicoptère qui se fait, des choses comme ça. Puis, l'utilisation d'immunosuppresseurs puissants. Okay. Je vais vous montrer là, la diapo suivante, là, des divers mécanismes d'action de ces immunosuppresseurs-là. Donc, en ayant accès à des immunosuppresseurs plus puissants, plus performants, ça limite le rejet de greffe. Mais le problème avec ça, encore une fois, c'est que si on prend des immunosuppresseurs pour éviter le rejet de la greffe, il y a de plus grandes chances que l'on soit infecté et qu'on ait des conséquences graves d'une infection, donc suite à l'infection par un micro-organisme, ou encore qu'on développe plus de cellules tumorales. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Oui, c'est bon parce qu'on ne rejette pas la greffe, mais en même temps, on pourrait se retrouver avec plus d'infections ou l'apparition de cancer. Les problèmes autres là, que le rejet, ben, c'est de trouver des donneurs. C'est toujours compliqué. Les listes d'attente le démontrent. Oui, il y a des gens qui signent leur carte de don d'organes, mais encore une fois, ça arrive peu. Il faut que l'organe, supposons que quelqu'un meurt dans un accident, il faut que l'organe soit en bon état. Il faut que ce soit la bonne taille. Il faut que ce soit compatible. Donc, il y a plein de facteurs qui peuvent faire en sorte que ça limite là, la transplantation. Si la maladie, par exemple, détruit l'organe, donc si quelqu'un a une maladie, je ne sais pas moi, auto-immune qui s'en prend à ses reins, eh bien, si on greffe un rein, le rein greffé pourrait lui-même être atteint ou affecté par cette réponse-là, par la maladie, par le problème. Puis, j'en ai parlé de l'immunosuppression. Okay, c'est positif parce que ça permet de conserver les greffes, mais en même temps, ça amène d'autres problèmes. Donc, si on regarde les statistiques aux États-Unis, donc greffe rein, foie, cœur, pancréas, poumon, cornée, puis de moelle osseuse. Donc, vous regardez le nombre de greffes qui ont été effectuées, c'était en 2006 aux États-Unis, puis le pourcentage de survie après 5 ans. Donc, il y a quand même un bon taux de succès. Pancréas puis les poumons semblent être plus compliqués. Cornée, regardez la quantité que l'on fait et on obtient quand même un bon pourcentage. Donc, pourquoi on en fait tant? Okay? Puis on a un bon succès. C'est que les yeux, c'est un site privilégié, donc la réponse immunitaire va être moins efficace, moins présente au niveau de l'œil. Donc, la cornée, on peut la prendre chez une personne et aller la greffer sans avoir une compatibilité à 100%. C'est sûr que si on a une compatibilité, c'est encore mieux, mais les chances de rejet sont quand même limitées. Il peut y avoir des rejets, c'est pas impossible, okay, mais ça risque d'être moins problématique. Ici, je montre, je n'ai pas donné d'exemple. Ben oui, il y a des exemples de médicaments comme tels, la cyclosporine, azatioprine, puis les stéroïdes. Là, quand je parle de stéroïdes, là, on ne parle pas de stéroïdes anabolisants pour avoir des gros bras. Là. Donc, on parle vraiment, par exemple, de corticostéroïdes, comme la cortisone. Okay, moi, j'ai déjà eu des injections de cortisone. J'en ai eu dans les coudes, dans les épaules, dans les genoux. Okay, c'est assez épouvantable ce que j'ai eu comme injection. Mais qu'est-ce que ça fait dans le fond? C'est que ça diminue l'inflammation. Parce qu'à un moment donné, quand il y a trop d'inflammation dans une articulation, ça peut nuire au processus de guérison. Donc, on injecte la cortisone, ça apaise un petit peu la réaction inflammatoire, puis ça va enlever la douleur, ce qui était la principale raison pour laquelle j'ai reçu toutes ces injections-là. Donc, comment ces médicaments-là fonctionnent? C'est qu'ils coupent la communication du système immunitaire. Donc, on bloque la transmission ou on bloque la production de certaines cytokines. Et si le système immunitaire ne peut pas communiquer d'une cellule à l'autre, eh bien, ça va limiter leur capacité à développer une réponse immunitaire efficace. Donc, encore une fois, ça peut être bon, rejet de greffe, maladie auto-immune, mais en même temps, ça va être un petit peu plus négatif là, pour diverses infections. D'ailleurs, des personnes qui prennent des immunosuppresseurs
pour diverses raisons. Je pense à une de mes collègues là, qui fait de l'arthrite rhumatoïde assez intense. Donc, elle prend des immunosuppresseurs, mais si elle doit recevoir un vaccin, comme supposons si elle voulait recevoir le vaccin de la COVID, elle devrait arrêter de prendre ses immunosuppresseurs pendant un certain temps, recevoir le vaccin, attendre un certain temps avant de recommencer à prendre ses médicaments. Donc, pour elle, recevoir un vaccin ou des vaccins, si c'est en plusieurs doses, ça peut représenter des mois, on va dire, de douleur, de souffrance articulaire, parce qu'elle devra arrêter de prendre ses médicaments pour que le vaccin puisse avoir un effet sur son système immunitaire et la protéger par la suite. La maladie du greffon contre l'autre, donc le graft versus host disease. Okay? Donc, je donne un exemple. Donc, lors de la greffe de moelle osseuse, les cellules T du donneur reconnaissent les tissus du receveur comme étant étrangers, ce qui cause une maladie inflammatoire sévère. Donc, dans le fond, ici, ce qui arrive, c'est que les cellules de l'organe greffé ou des tissus greffés s'attaquent à l'autre. Donc, ce n'est pas vous qui rejetez l'organe, c'est l'organe qui vous rejette. Donc, ce qui peut expliquer ça, okay, c'est la présence importante de cellules présentatrices d'antigènes du receveur qui vont activer les lymphocytes T du donneur et les lymphocytes T du donneur par la suite là, vont s'en prendre à l'organe. Puis ça peut paraître paradoxal, puis c'est un peu plate de penser à ça comme ça, là, parce que la grossesse devrait être quelque chose de joyeux et qui unit le couple, on va le voir comme ça, là, mais techniquement, une grossesse, okay, le fœtus est une allogreffe tolérée de façon répétée. Parce que techniquement, un bébé va avoir des antigènes de son père, donc techniquement devrait être reconnu comme étant étranger pour la mère. On a déjà vu, puis je vais le répéter, okay, que la mère peut effectivement transférer des antigènes, pas antigènes, pardon, mais des anticorps par le placenta, donc entre autres des IgG. Donc elle transfère des IgG au bébé. Ces IgG-là devraient normalement protéger le bébé lorsqu'il va naître, donc protéger contre les micro-organismes dans l'environnement de la mère. Mais si la mère, par exemple, a développé des anticorps IgG contre le groupe sanguin, par exemple, rhésus positif de son enfant, eh bien, pour les deuxième, troisième, quatrième grossesse, elle pourrait transmettre ces anticorps-là et attaquer le bébé. Mais, il y a des façons de contrôler ça, là, avec le Winrow, entre autres, je vais y revenir. Mais au niveau du placenta comme tel, on va avoir des façons de protéger le bébé. Donc, on parle d'un site protégé par une barrière tissulaire non immunogène, donc le placenta n'exprime pas, dans le fond, de protéines étrangères pour la mère, donc il n'y aura pas nécessairement d'attaque contre ça. Puis, il va y avoir aussi une activité immunosuppressive, donc l'enfant, en fait, au niveau du placenta, on peut avoir production de certaines molécules qui vont limiter les réponses immunitaires à proximité. Donc, c'est un phénomène qui serait semblable justement à ce qui se passe au niveau de l'œil ou au niveau des testicules chez les garçons. Donc, rappelez-vous, les testicules, les spermatozoïdes, on les produit seulement à partir de l'adolescence, donc notre système immunitaire pourrait reconnaître ces cellules-là comme étant étrangères et on a autour des testicules des structures, des éléments qui permettent de limiter la réponse immunitaire, donc empêcher les cellules de venir attaquer les spermatozoïdes. Donc le fameux Winrow, qui est un traitement qu'on administre aux femmes, je crois qu'on le fait systématiquement, mais on vise surtout les femmes qui ont un facteur rhésus négatif. Donc, si le père est rhésus moins, il y a moins de chances d'avoir des problèmes, mais souvent on donne le Winrow quand même. Mais si, c'est l'exemple pour moi, je suis B+, ma conjointe est O-, donc nos enfants pourraient être rhésus+, donc elle pourrait, la mère, attaquer les enfants. Donc le Winrow, dans le fond, c'est quoi? On appelle ça un anti-D. Et techniquement, ce que ça va faire, c'est que ça va venir bloquer les sites de reconnaissance sur les globules rouges. Les globules rouges de l'enfant, par exemple, qui ont été transmis à la mère lors de l'accouchement, ou s'il y a eu un impact au niveau du ventre pendant la grossesse. Okay? Ça se pourrait qu'il y ait une petite lésion puis qu'il y ait des échanges sanguins. Mais bref, on va bloquer les globules rouges de l'enfant. Ces globules rouges-là vont être éliminés avant que la mère n'ait le temps de produire ses propres anticorps. Donc ça, c'est l'intérêt du Winrow. Puis depuis qu'on a inventé ça, c'est quand même assez marqué. Donc dans les années 70, donc à peu près quand moi je suis né, je ne sais pas si ma mère a reçu ça, mais le taux de mortalité de la maladie hémolytique du nouveau-né a chuté. Parce que vous le voyez encore une fois là, sur l'image de gauche, donc la petite fille qui est là a été sévèrement attaquée par les anticorps de sa mère. Ses globules rouges à elle ont été détruits. Libération de bilirubine, ça crée des jaunisses, puis ça peut être mortel dans les pires cas. Donc, le Winrow, ça a vraiment changé la vie de beaucoup de familles, de beaucoup d'enfants. Ça a permis la vie de plusieurs enfants. Donc, encore une fois, une image là, qui résume
le gars est rhésus plus, la femme est rhésus moins. Si le bébé est lui-même rhésus plus, il pourrait y avoir lors de la première grossesse ou lors du premier accouchement, donc transfert d'antigènes du bébé à la mère développe des anticorps anti-rhésus et éventuellement lors d'une deuxième, troisième, quatrième grossesse, ces anticorps-là sont transmis au bébé via le placenta et pourraient l'attaquer. Donc ça termine ce chapitre-là sur la transplantation et les rejets de greffe. Donc je vous invite à aller compléter votre glossaire pour distinguer entre autres les 4 types de greffes. Vous avez aussi quelques renforcements des acquis, donc je vous invite à aller lire dans le Genway 2 vidéos intéressantes sur les greffes, puis la petite caricature qui est là. Puis dites-moi donc, c'est quel type de greffe qui est illustré par cette image. D'autres petites questions que je vous pose, ok? Donc pratiquez-vous, essayez de répondre à ces questions-là. Il serait possible que je les reprenne lors de l'examen. Donc prenez le temps de bien y répondre. Donc voilà, ça complète le tout. Si vous avez des questions, contactez-moi, ça va toujours me faire plaisir. Bonne journée.